IDFM 98 de la bande FM, un au-delà du miroir ce soir. Nous allons parler de quantique, de l'homme quantique vers une nouvelle compréhension de nos potentiels de guérison. C'est un livre qui est paru chez Guy Trédaniel, d'Emmanuel Ransford, ici présent, d'Olivier Chambon qui n'est pas là, et de Tom Attam. Attam, on dit Attam. Attam, qui n'est pas là, avec une préface de Sylvie Détiolas qu'on a déjà accueillie sur cette antenne. Sylvie Détiolas. C'est un livre donc avec trois personnages. Emmanuel Ransford, qui est scientifique de formation, qui s'emploie à développer et à faire connaître son approche du phénomène conscience et sa compréhension nouvelle du monde quantique. Il est l'auteur de l'univers quantique, enfin expliqué, et la notion quantique de l'au-delà, paru chez le même éditeur. Il y a aussi Olivier Chambon dans ce livre, qui est médecin psychiatre et psychothérapeute depuis 30 ans, et Tom Attam, autodidacte, passionné de phytothérapie et d'ethnomédecine. Emmanuel Ransford, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on dit quantique ou quantique? Comme on veut, mais je dirais on dirait quantique en français. On dit quantique. Voilà. Alors, c'est pas votre premier livre sur ce sujet. Celui-là, vous l'avez créé à trois. Pourquoi ce trio? Eh bien, le but, c'était de sortir des considérations purement théoriques et d'essayer de voir comment on peut appliquer finalement nos qualités quantiques à l'homme, et qu'est-ce que ça signifie pour nous, et qu'est-ce que ça signifie notamment par rapport à la notion de santé et de thérapie. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai fait appel aux lumières d'un psychiatre, psychothérapeute qui est le docteur Olivier Chambon, qui a une ouverture d'esprit particulière. Toute la première partie du livre, j'invite les auditeurs à la lire. Il y a une explication sur ce que je sais justement que cette physique quantique. C'est peut-être pas de ça qu'on va surtout parler aujourd'hui. Je pense que l'intérêt, c'est tout ce qui est au niveau de la conscience et de ce rapport entre la physique quantique, la guérison, comme vous le dites, et notre propre conscience, et peut-être de Dieu, si on peut dire. Vous dites que le monde quantique peut être représenté par trois fleurs. Oui. D'ailleurs, 3 ou 4, en fait, oui, par 3 fleurs. Vous voulez que je développe un peu? En fait, ce bouquet quantique fait la différence entre le monde classique, qu'est-ce qu'une particule classique, au sens classique du terme, et les objets quantiques, qu'est-ce que, par exemple, l'électron. Et donc, c'est un peu une synthèse, un résumé de ce qui différencie le quantique du classique. C'est-à-dire, en fait, ces 3 fleurs vont me permettre de singulariser, de préciser ce qu'on veut dire quand on met l'étiquette de quantique. Alors, la première fleur, c'est une fleur qui ondule. C'est l'onde quantique, c'est-à-dire dans la perception classique des choses, la matière est statique. Une table, ça ne bouge pas. Ses composantes sont statiques, c'est dur, c'est impénétrable, ça ne bouge pas. Et en fait, quand on s'aperçoit de façon quantique, on s'aperçoit que quelque part, tout vibre. C'est l'onde quantique. Donc cette première propriété quantique me dit que l'essence même du monde matériel est vibratoire ou ondulatoire. La deuxième, c'est l'onde qui saute. Ça, c'est aussi une grande particularité quantique. C'est-à-dire, pour faire simple, quand je vais observer un électron, par exemple, eh bien, il va évoluer d'une façon un peu inhabituelle par saut quantique. Alors, ce qu'on appelle saut quantique regroupe un certain nombre de phénomènes qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes, l'effondrement de l'onde quantique. Il y a plusieurs choses selon le contexte, mais en gros, c'est un peu la même chose que l'électron périphérique qui tourne autour d'un noyau atomique. Vous me demandez des explications si ce que je dis n'est pas très clair. Donc, on a l'image de ce que c'est qu'un atome. Il y a un noyau au centre, et autour, il y a des électrons qui tournent autour. Donc, et parfois, ils tournent selon une orbite, et parfois un électron peut changer d'orbite, et quand il change d'orbite, eh bien, il saute de façon instantanée. Et c'est un saut quantique. Et donc, ce phénomène de saut quantique est une discontinuité
et qui en plus est aléatoire, eh bien, est typique du monde quantique. Il n'y a pas aussi d'équivalent dans le monde classique. On n'a pas un saut comme ça instantané qui introduit une discontinuité. La troisième et dernière fleur quantique, c'est la fleur qui relie, c'est-à-dire que ce qui se passe aussi dans le monde quantique, c'est que par exemple, des particules qui ont interagi dans le passé, qui s'éloignent et qui peuvent à présent être éloignées de milliards de kilomètres, vont continuer à être liées entre elles. Elles ont un lien et ce lien va se traduire par des corrélations. C'est-à-dire si, par exemple, je mesure l'une, eh bien l'autre va réagir au même moment et ça c'est très très bizarre aussi. Donc ces trois phénomènes sont un peu, je dirais, la quintessence du monde quantique. Alors dans ce que vous venez de dire, quand vous parlez de cet atome qui est composé d'un électron avec des choses qui tournent autour, on pourrait penser que autour de chaque soleil, il y a des planètes. Vous dites que le saut quantique, si j'ai bien compris, ne peut pas être reproduit dans le monde physique. Or, le Big Bang, ça ne serait pas un saut quantique? On peut pas vraiment dire ça. Alors, d'abord, il y a une petite coquille, c'est le noyau qui est au centre et l'électron qui est autour. Mais ça, voilà. Alors, le saut quantique a ceci de particulier, c'est que l'électron, par exemple, va être décrit par un ensemble d'ondes la plupart du temps. Mais quand il fait un saut, il n'est pas sous forme ondulatoire. Les ondes disparaissent. Et c'est ce phénomène-là qui est unique et qui n'a pas d'équivalent classique, parce que dans le monde classique, même si on a un objet qui fait un saut, eh bien, ce saut n'est pas instantané et il ne change pas de nature. Or là, si on peut faire une comparaison avec une espèce d'oiseau magique, l'électron qui est sur une orbite, c'est comme un oiseau magique qui serait sur la branche d'un arbre. Et à un moment donné, quand il saute, eh bien, cet oiseau magique va sauter pour changer de branche. En quoi il est magique? Eh bien, il est magique en ce qu'il n'occupe jamais aucune position intermédiaire entre sa branche de départ et sa branche d'arrivée. C'est ça qui fait le propre du quantique. Et donc le Big Bang, c'est une formidable explosion, mais on ne peut pas le comparer à un saut quantique. Le saut quantique, c'est vraiment quelque chose de très spécial. C'est comme si entre la position de départ et la position d'arrivée, l'électron se dématérialisait. C'est-à-dire il n'y a aucun moment, on ne peut pas suivre son évolution. Un moment, il est ici, et le moment d'après, il est là. Et entre les deux, on ne peut pas dire ce qu'il a été. C'est comme s'il était devenu un fantôme entre les deux. Alors, donc, l'univers est vibratoire, on est d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie du fait que l'humanité, tout du moins que la Terre aurait changé de niveau au niveau vibratoire, c'est-à-dire au niveau... la question est peut-être mal posée. Je dirais qu'en tant que scientifique, alors je pense que l'idée est intéressante, mais je la vois plus comme une métaphore que comme une réalité. C'est-à-dire, par exemple, pour dire quelque chose comme ça, il faudrait pouvoir avoir un appareil ou un moyen objectif de mesurer un taux vibratoire de la Terre. Bon, je sais qu'il y a des choses, c'est-à-dire, on peut peut-être dire ça, mais il faudrait savoir, il y a 1000 ans par exemple, quel était le taux et comment on le mesure, et maintenant comment on le mesure, et savoir si dans 10 ans il sera encore plus élevé. Je pense que c'est intéressant, mais je pense que c'est plutôt du niveau de la métaphore. Et le fait que le temps s'accélère? Alors là encore, le temps s'accélère, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Comment on va mesurer l'accélération du temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais en termes de théorie de la relativité d'Einstein, on connaît les phénomènes d'accélération du temps ou de ralentissement du temps, mais c'est pas ce qu'on veut dire quand on dit que le temps s'accélère. Sachant que il y a un paradoxe à dire ça, parce que si vous mesurez l'accélération du temps, vous allez le mesurer par rapport à quoi? Par rapport au temps. Oui. Donc le temps s'accélère par rapport à lui-même, c'est pas facile. C'est pas facile à conceptualiser, on va dire.
Rien n'est facile, mais on va Voilà. essayer de rester dans le livre. Alors là, dans l'annexe, parce que dans votre livre, donc, il y a toute une explication du quantique en début de livre, et puis il y a des annexes. L'annexe A, la conscience à l'origine du monde, d'Olivier Chambon. Le mystère des mystères, c'est évidemment la question de l'être tel que l'a formulé Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est peut-être la seule question qui soit définitivement sans réponse possible, parce qu'on ne peut expliquer l'être que par un être, sauf, voire plus bas, si on parle d'un être non-être originel, et donc on n'explique pas l'être lui-même. Quand on prétend expliquer l'être par le Big Bang, et le Big Bang par Dieu, on n'explique pas l'être. En expliquant un être, l'univers, par un autre être, Dieu, on n'a pas expliqué l'existence même de l'être. Et je pense que c'est intéressant parce que vous, je pense aussi, Emmanuel Ransford, vous êtes beaucoup sur la conscience. Et donc, vous avez parlé en 2007, vous avez imaginé une métaphysique quantique qui puisse intégrer ces notions être, non-être, avec celle de conscience pure que vous appelez causalité ou endocausalité totale, sans une trace même minime d'exocausalité. Ça semble bizarre, ça semble difficile, mais je suis persuadée que vous allez réussir à nous dire ce que c'est que cette On dit ou ur? Ur. Si on prononçait à l'allemande, on dirait ur, mais on peut dire ur-causalité. En fait, à la base de peut-être il faut que je reprenne l'archéologie de ma démarche. À l'origine, il y a un double problème, une double énigme, on va dire, pour la science. La première, c'est que on n'arrive pas vraiment à faire une vraie place à la conscience dans la description scientifique du monde. Alors on peut dire elle existe, mais comment existe-t-elle, d'où elle vient, et notamment dans une perspective non réductionniste et non matérialiste. On peut se demander comment se fait-il que la conscience arrive à dialoguer avec la matière. C'est ce qui se passe dans notre cerveau, l'interface corps-esprit. Je peux percevoir le monde, ça c'est le sens, et je peux agir sur le monde. Donc il y a ce qu'on pourrait appeler une fonction sensorimotrice qui me montre que l'esprit est capable de dialoguer avec la matière. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris par la science aujourd'hui, qui va se contenter de dire il n'existe que la position de repli, c'est de dire il n'existe que la matière, l'esprit c'est une illusion, donc du coup il n'y a plus de problème. Alors ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans le monde quantique, certains aspects du monde quantique sont totalement incompréhensibles. C'est-à-dire, les scientifiques le décrivent, peuvent écrire des équations, peuvent travailler avec, mais quand il s'agit de comprendre au sens, on va dire, intuitif des choses, il n'y a plus personne. Et en fait, je me suis dit, ça c'était ma grande idée, c'est que peut-être au sein même de la matière, il y a quelque chose qui n'est pas la matière, et qui est de l'ordre de l'esprit. Alors je dis bien, c'est pas l'esprit, mais qui est comme une espèce de matériau de base dont pourrait être fait une certaine dimension de l'esprit, de la conscience. Et donc j'ai en fait introduit deux concepts qui sont assez simples à comprendre. Peut-être le mot est un peu rébarbatif, mais le concept est facile. C'est d'une part l'exocausalité. Qu'est-ce que c'est que l'exocausalité? Eh bien, c'est tout simplement le déterminisme. Pourquoi ça s'appelle l'exocausalité? Parce que un objet déterministe, ça veut dire qu'il subit des lois de comportement qui lui sont imposées de l'extérieur. Extérieur, ça veut dire c'est exogène, et c'est pour ça que exocausalité, genre je lâche une pomme, elle va tomber. Je la lâche en l'air ou elle tombe de son arbre, elle tombe. Elle n'a pas d'autre choix, elle est obligée de tomber parce qu'il y a l'attraction terrestre. C'est exocausal. Donc une exocausalité va se traduire dans les faits par du déterminisme. Et par contre, il y a une autre forme qui est, au lieu d'être subie et choisie, c'est ce que j'appelle l'endocausalité. Pourquoi endocausalité? Eh bien parce qu'encore une fois, c'est une loi de comportement qui est dont la source est endogène, est interne à l'être, du genre je décide de tourner ma tête à gauche et je le fais, ou je décide de la tourner à droite et je le fais aussi. A priori,
pour autant que nous sachions, il n'y a pas de déterminisme qui fait que si on avait rentré tous les paramètres hier au soir dans un super ordinateur, on aurait su qu'à telle heure, j'allais tourner d'abord la tête à gauche, puis à droite. Donc c'est l'endocausalité. Et le point important, c'est que autant l'exocausalité donc, qui est subie va se traduire par du déterminisme, et bien autant l'endocausalité va se traduire par de l'aléatoire. C'est-à-dire, quand je tourne ma tête à gauche et à droite, ce n'est pas déterministe. Je ne peux pas trouver une loi écrire à l'avance un déterminisme qui fait que à telle heure, à 21h15, je tourne ma tête à gauche plutôt qu'à droite ou l'inverse. Voilà. Et donc, j'ai cherché dans la description scientifique du monde, sur cette base-là, là où il y avait, est-ce qu'il y a du déterminisme ? Du déterminisme, et effectivement, dans le monde quantique, on trouve de l'aléatoire, pardon, pas du déterminisme, de l'aléatoire, on trouve des éléments aléatoires, et je me suis dit, eh bien cet aléatoire, plutôt que d'être acausal, aprivatif, c'est-à-dire sans cause, peut-être en fait, ce n'est que l'expression d'une endocausalité. Voilà. Alors, comment expliquer que justement dans le monde quantique, c'est l'observateur aussi qui peut décider du résultat de l'opération? Alors, je dirais que stricto sensu, il ne décide pas du résultat de l'opération. Il influence. Il l'influence, il le conditionne, c'est-à-dire en fait il va déclencher. Il va déclencher, par exemple, un électron qui est... qui est étalé sur sa forme ondulatoire, je l'observe, il va se fixer, par exemple, si je cherche sa position, eh bien, je mets un instrument de mesure et il va répondre qu'il est ici ou là, alors qu'avant, il était un peu d'une certaine façon de partout. Le problème pour moi, c'est que le fond de la question, ce n'est pas l'observateur, c'est quelque chose qui s'appelle la quantition. Alors ça, c'est c'est une des grandes, j'allais dire, innovations que je fais, si je puis dire. La quantition, c'est un devoir d'intégrité, c'est-à-dire un objet quantique n'a pas le droit de se laisser déchiqueter. C'est pour ça que, par exemple, quand on fait une expérience, on va trouver peut-être 127 électrons, mais jamais 127,25. C'est toujours un multiple de 1, un multiple entier. Et pourquoi il n'a pas le droit de se laisser déchiqueter? Il y a des raisons qui ne sont pas exposées d'ailleurs dans l'homme quantique, mais dans un autre ouvrage que j'ai fait avant, enfin peu importe, c'est pour des raisons, on va dire, ontologiques. Et il n'a pas le droit. Or... Mais ça serait bien de développer un peu quand même, pourquoi il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit parce que s'il était déchiqueté, la nature serait incohérente. Et pourquoi elle serait incohérente? Eh bien parce que les ondes quantiques, ça me mènera un petit peu loin. Les ondes quantiques ne sont pas ce qu'on appelle des ondes d'agitation, c'est-à-dire ce ne sont pas des ondes, la plupart des ondes que l'on observe dans la réalité normale, que ce soit les vagues à la surface de l'eau ou les ondes sonores, ce sont des ondes d'agitation. Ça veut dire que ce sont des ondes qui se greffent sur un milieu de propagation. Sur un mécanisme. Sur un milieu de propagation. La vague, il y a une source. Il y a une source, mais non seulement il y a une source, mais l'onde elle-même, ce n'est pas une entité à part entière, c'est juste un mouvement qui est imprimé à un milieu. C'est-à-dire, pour être clair, si on supprime les vagues de l'eau ne va pas disparaître. Si on supprime les ondes sonores d'une masse d'air, l'air ne va pas disparaître. Et il se trouve que l'onde quantique, c'est autre chose. C'est ce que j'appelle une onde de substance. C'est-à-dire que l'onde de substance, c'est-à-dire elle crée l'objet, c'est-à-dire l'existence même de l'objet est inséparable de l'existence des ondes. Ça veut dire aussi que si, par exemple, l'onde cesse, eh bien l'objet disparaît. Ce qui n'est pas le cas pour la mer. Ce qui n'est pas le cas pour la mer, ni pour ses poissons, ni pour la grand-mère. Voilà, donc c'est quelque chose de spécial. Et à partir de ce moment-là, la nature n'a pas le droit de laisser ces ondes disparaître. Or, il y a des conditions, mais ça m'oblige un petit peu à aller loin, plus loin que... Allez-y. Mais à cause de ça, on va dire qu'il y a une logique particulière
encore une fois, j'en parle dans un autre livre, il y a une logique particulière qui fait que si je pouvais scinder un électron, par exemple, alors qu'il est en train d'onduler, eh bien, ce ne serait pas, par exemple, supposons que je le coupe en deux, ce ne serait pas 1/2 plus 1/2 égale 1, mais on aurait autre chose. On aurait plus que 1 ou moins que 1. On n'aurait pas une... Vous auriez 0. Ou on peut avoir 0. Mais vous n'auriez pas 0,5. Voilà. Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on ne peut pas... Et alors cette quantition que vous venez de nous expliquer, donc elle fait partie du quantique, on est d'accord? Absolument, elle est à la base du quantique. Alors le quant, ça serait quoi? Ça serait qui? Le quant. On est dans le QU, parce qu'on est dans le quantique, quantition, la définition de quantique par eh bien, ouais, oui, alors là, c'est en fait Max Planck qui a un peu introduit le concept de quantique, quantum, dans un article qui est sorti en décembre 1900. Et son concept, c'est un concept de quantité, de petits paquets, de discontinuité. Alors, donc on peut dire que le quantum, c'est la racine latine qui est celle du mot quantité, tout simplement. Quantité, c'est-à-dire, elle nous dit que dans le monde quantique, on a c'est le quantum d'action, on a des discontinuités. Ça veut dire, par exemple, que quand j'ouvre un robinet d'eau, j'ai l'impression, de façon classique, que je peux diminuer ou augmenter le flux d'eau, la quantité d'eau qui va circuler par seconde, de façon totalement arbitraire. Mais en fait, si on regarde à la loupe de façon quantique, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la molécule d'eau. Donc, le flux, l'eau qui va couler sera forcément le multiple entier de la molécule d'eau. Donc, c'est une discontinuité. C'est ça l'idée du quantique. C'est de là que ça vient. Et donc, on peut considérer que ce monde entier dans lequel on vit, j'en reviens encore avec mon histoire de Big Bang du départ, oui. C'est ce qui est exprimé dans le livre, c'est-à-dire que la conscience, elle est partout. Oui. Et que c'est plutôt la conscience que la matière ne serait qu'un véhicule pour que cette conscience puisse se regarder. On peut dire les choses comme ça, si on veut, oui. Enfin, disons que il y a quelque chose que j'appelle l'holomatière, c'est-à-dire quand je complète la matière qui paraît inerte par une petite noisette de ce que j'appelle l'endocausalité, c'est-à-dire finalement c'est un pouvoir décisionnel. Le libre arbitre. Un libre arbitre. Oui. Et bien quand je la complète par ça, je m'aperçois qu'effectivement il y a un gisement de capacité psychique absolument de partout. Et que ce gisement, en général, est très discret, mais l'évolution sur Terre, en tout cas du vivant, a fait qu'il y a une espèce de résurgence de ces capacités, et c'est devenu nos esprits. Et en plus, quand on voit, il y a cette idée de l'univers anthropique, quand on s'aperçoit en plus que dans notre univers, les réglages de départ, justement, qui étaient ceux du Big Bang, sont à une précision incroyable, vertigineuse, sont exactement ce qu'il faut pour que cette émergence de la vie soit possible dans l'univers. Eh bien, on se dit que peut-être il y a ce que j'appelle une intention cosmique. Si on veut rendre notre univers hautement improbable, donc dans la mesure où il est anthropique, c'est-à-dire propice à l'émergence de la vie, si on veut le rendre probable, on est obligé de faire comme ce que font les cosmologistes aujourd'hui, qui, comme je dis, préfèrent le diable des univers multiples J'allais vous poser la question. Au bon Dieu d'un seul univers. On est obligé de multiplier les univers d'une façon invraisemblable, juste pour rendre le nôtre probable. Alors justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de la théorie des multivers? Vous venez de répondre, ça permet justement d'éviter qu'il y ait une conscience voilà. On peut dire divine à l'origine. Voilà, je dirais que c'est le produit
d'un rejet de nature idéologique. Deuxième partie de cette émission, nous poursuivons cette émission avec Emmanuel Ransford dans cette émission sur IDFM Radio Anguin. On a parlé on vient de parler de cette théorie des multivers, mais vous avez aussi la notion d'ascenseur de la conscience de NDO. NDO, c'est quoi le NDO? NDO, alors... en fait, il a fallu que je mette une nomenclature, c'est-à-dire la façon dont je vois la particule élémentaire, par exemple l'électron, c'est qu'elle rassemble en son sein une partie exocausale, donc déterministe, qui, elle, est relativement visible, elle se fait sentir, elle résiste, et les physiciens la connaissent bien. Elle a une autre partie qui, en général, est très discrète, mais qui dans certains cas va se manifester, et c'est une partie endocausale. Endocausale, ça veut dire qu'elle est aléatoire, et elle ne se manifeste que furtivement dans certaines conditions. Et donc, la partie exocausale, je l'appelle le XO comme exocausale, et la partie endocausale de la particule élémentaire, je l'appelle le NDO comme endocausale. Ça, c'est bien expliqué en début de livre. Alors, c'est quoi la notion d'ascenseur? Alors, je nomme holomatière dans notre univers cette matière finalement vivante qui est complétée par la partie endocausale, alors que la matière au sens usuel du terme, c'est une substance neutre, morte, qui n'a pratiquement que sa partie exocausale, donc sa partie déterministe, avec de temps en temps un phénomène aléatoire. Et donc, j'ai généralisé cette notion d'holomatière. Donc, l'holomatière, pour préciser, c'est une substance, ce que j'appelle une substance d'univers, qui d'une part a une composante endocausale et une composante exocausale. Il se trouve que dans notre univers, la composante exocausale, donc déterministe, est dominante. La composante endocausale est là, mais en général, elle est silencieuse. C'est pour ça que les physiciens ont pu l'ignorer jusqu'à présent, parce qu'elle ne se voit que furtivement. Et donc, on peut généraliser cette notion d'holomatière et faire un mix entre la partie déterministe et la partie aléatoire qui soit différente. Donc, la partie endocausale et la partie exocausale. Je ne sais pas si on peut me suivre. Ça veut dire qu'on peut imaginer une substance d'univers qui est moins de partie exocausale, c'est-à-dire déterministe, et qui est du coup une plus grande partie endocausale, c'est-à-dire d'apparence aléatoire. Voilà, donc c'est ça la notion, et toutes ces substances, je peux les mettre les unes sur les autres en hiérarchie, et c'est ça qui fait ce qu'on appelle l'entonnoir de Landau, c'est-à-dire plus on monte dans cet entonnoir, plus la partie endocausale est importante, donc plus d'une certaine manière le niveau psychique est important, et moins la partie purement matérielle, exocausale, est importante. Ouais. Alors pour vous, Emmanuel Ransford, il faut distinguer deux temps dans la création, le passage réversible du néant, donc l'urcausal, qui est la pure conscience, et le passage irréversible de l'urcausal, ou partiellement endocausal, par injection du déterminisme exocausal. Ça... Je pense que le cœur, parce que là ça nous emmène trop loin, ça aussi j'en ai parlé à d'autres livres. L'accent de ce livre, c'est plutôt quels sont nos potentiels en tant qu'être quantique, quelles sont nos potentialités, et notamment quelle est l'incidence sur la notion de santé, sur le processus de guérison. On y va. Alors quelles sont les incidences? Donc il y a déjà la notion de plusieurs corps qui est importante. Oui. Vous reconnaissez que l'homme n'a pas qu'un corps physique. Oui, il a d'autres dimensions absolument qu'on peut appeler corps. Et je dirais que pour faire simple, le minimum minimorum, c'est que cette notion, en tout cas d'holomatière, va nous donner deux grands
levier, on va dire, de plénitude, ce que j'appelle vivance et reliance. Alors c'est pas mal parce que ces deux mots qui, à ma connaissance, n'existent pas encore dans la langue française, ne sont pas encore dans le dictionnaire. Je suppose qu'elles le seront parce que je ne suis pas le seul à les utiliser. Il semble assez évident. Voilà, ils ont leur raison d'être. Vivance peut-être, mais reliance, ça existe déjà. Oui. Reliance. Non, je ne crois pas. Non, si vous regardez dans le dictionnaire, vous ne le trouverez pas. Reliance, dans un autre sens, c'est un mot d'anglais. Ah d'accord. Mais c'est pas un mot de français. Alors, en fait, cette réinterprétation de la nature quantique nous donne par cette dimension endocausale que ça rajoute à la matière inerte, nous donne une première capacité que j'appelle donc la vivance. Eh bien, notre vivance, c'est notre potentiel endocausal. L'endocausalité, finalement, c'est un pouvoir décisionnel. Donc, notre potentiel endocausal, ça veut dire que j'ai le pouvoir de décider. Ça veut dire trois choses. Ça veut dire que c'est un potentiel de liberté, de créativité et de souveraineté. Je peux prendre ma vie en main, je peux créer du nouveau. Voilà, c'est ces trois choses-là, c'est déjà ça. Et l'autre grand aspect qui est la reliance, ça veut dire que je ne suis pas isolé du reste, je suis relié, c'est-à-dire je suis solidaire avec le monde entier, sans limite de temps et d'espace. Voilà, dans l'invisible. Et dans le visible. Et ça ouvre la possibilité, par exemple, des liens télépathiques. Alors ça, c'est aussi la médecine des 5 corps. Des 5 corps, ça finit le livre. C'est plutôt Olivier Chambon qui en parle. Voilà. Mais donc... Alors moi par contre, je distingue 4 types de médecine. C'est un peu à la fin de mon chapitre. La médecine pré-quantique, qui est une médecine finalement de la physique classique, avec une compréhension locale des choses, c'est-à-dire il y a un problème, il faut trouver la bonne molécule, c'est lié à un organe, c'est lié à un truc biochimique au sens. C'est la médecine d'aujourd'hui. C'est la médecine qui domine encore aujourd'hui. L'autre médecine qu'on peut appeler quantique, mais qui en fait, qui mérite, mais qui ne, voilà, c'est la médecine en fait. Quand on s'aperçoit, on voit qu'elle est surtout électromagnétique. Et donc c'est une médecine qui est quand même plus subtile et qui admet en tout cas l'existence de principes actifs qui peuvent agir à distance par le biais du champ électromagnétique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme exemple? Est-ce que l'homéopathie en fait partie? Non. Alors c'est en partie ça, mais l'homéopathie va rentrer dans la catégorie de la troisième. Oui, voilà. D'accord. Alors, ça serait le magnétisme traditionnel, les magnétiseurs Ça peut être ça en partie, ça peut être l'incidence en grande partie de ce qu'on appelle les machines quantiques, que je connais insuffisamment, donc je n'en parle pas d'autorité, mais qui notamment utilisent les champs électromagnétiques et en plus utilisent, pour autant que je sache, des systèmes experts, c'est-à-dire savent par exemple qu'un organe en bonne santé va vibrer d'une certaine manière et que s'il vibre d'une autre manière c'est qu'il est malade, et même la façon dont il vibre va me permettre de diagnostiquer Est-ce que c'est les scanners, les choses comme ça en médecine traditionnelle? Ça s'en rapproche, mais c'est pas tout à fait pas encore ça. Hein. Voilà. Alors, le troisième niveau, c'est ce que j'appelle la médecine supraquantique, parce que cette intrication, cette non-séparabilité quantique, qui sont ces liens, cette reliance finalement, je l'appelle la supralité, parce que c'est, bon, pour une raison que je ne vais pas développer, mais en tout cas, ça correspond à ce qu'on appelle l'intrication, la non-séparabilité quantique et tout ça. Et ça, c'est assez puissant. Et vous parliez tout à l'heure du magnétisme.
un magnétiseur qui peut agir, y compris à distance, va utiliser en fait cette médecine supraquantique. Donc les magnétiseurs, vous les mettez en puissance 3, voilà. comme l'homéopathie, c'est-à-dire plutôt dans le vibratoire. Voilà, plutôt dans le vibratoire, et ils n'ont pas besoin de connaître la physique quantique pour le faire. C'est comme nous sommes capables de parler en prose sans savoir que c'est de la prose. C'est un petit peu du même niveau. Donc moi, tout ce qui est médecine traditionnelle, médecine énergétique et tout ça, rentre dans cette catégorie. Médecine chinoise aussi, médecine chinoise avec les méridiens. Voilà. Alors, dernier niveau, c'est la médecine urquantique. Alors, ce que j'appelle ur ou our, c'est donc l'endocausalité totale, et c'est un niveau transcendantal, de transcendance, et éventuellement, on peut l'appeler que c'est un niveau divin, si on veut. Je dirais que c'est l'asymptote, c'est dans le prolongement de la notion d'holomatière. C'est vraiment pousser la notion d'endocausalité jusqu'à sa logique extrême. Et là, pour faire simple, on peut dire que c'est la médecine des miracles. Et je donne des exemples dans le livre de vrais miracles, de miracles patentés. Donnez-en un à nos auditeurs. Alors, par exemple, il y a eu la commission de Lourdes qui a reconnu un certain nombre de miracles, et il faut que le dossier médical soit complet. Enfin, il y a tout un tas de choses, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup d'autres miracles, mais qui ne répondaient pas aux critères et donc qui n'ont pas pu être validés. Alors, donc ces miracles, je crois qu'on en est peut-être à 67, 68 depuis que la commission existe, donc sont reconnus. Il y a d'autres miracles. Un miracle qui a priori s'est produit il y a peut-être 2 ans en région parisienne, du côté de... J'en parle dans le livre, je ne me souviens plus, mais en tout cas quelqu'un qui était en phase terminale d'un cancer, une leucémie, qui est allé à l'hôpital pour ces derniers jours. L'aumônier appelé à son chevet pour faire le sacrement d'extrême-onction plutôt qu'autre chose a demandé l'intercession d'un martyr qui était l'aumônier du syndicat Solidarnosc, donc du temps polonais, et qui avait été tué par la police. Et il se trouve que, je crois de mémoire, il s'appelle Jerzy Popieluszko, enfin c'est dans le livre, Polonais, un Polonais, absolument, était né le même jour que l'aumônier, qui était au chevet du malade, et qu'on était à une date anniversaire. Et donc l'aumônier a fait une prière à ce Jerzy, à ce feu, cet aumônier du syndicat Solidarnosc, et 3 jours après, le malade qui était en phase terminale était guéri, sortait, et la commission a attendu, évidemment, pour être sûr qu'il n'y ait pas de rechute, a attendu au moins 1 an, et a pu conclure au miracle, à une guérison miraculeuse. Alors comment on peut expliquer que finalement ça serait le fait de s'être branché sur une information, parce que le quantique c'est que de l'information, sur une information qui était là dès le début de la création, on pourrait dire, et qui lui a remis les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'il a, si j'ai bien compris, il y a un malade qui a la même date de naissance, plus ou moins, donc il serait sur la même trajectoire, et le fait que l'aumônier se rebranche sur cette trajectoire, on remet le... Alors, celui qui a la même date de naissance, ce n'est pas le malade, c'est l'aumônier qui est venu ce jour-là pour faire l'extrême-onction, croyait-il. Et l'autre chose, c'est qu'il se trouvait que c'était une date, je ne la sais plus, mais encore une fois, qui était anniversaire. Donc l'anniversaire de la naissance de l'aumônier ici présent et de ce Jerzy Popieluszko ou quelque chose comme ça, qui était mort et qui était l'aumônier du syndicat Solidarnosc. Alors peut-être que ce genre de coïncidence a créé une forme de synergie ou de résonance qui a déclenché la chose. Il y a toujours un mystère. Je pense que c'est important de garder cette dimension de mystère, c'est-à-dire de se dire des phénomènes hors normes comme cela, on ne peut pas les expliquer totalement. Il faut garder cette dimension du mystère, mais effectivement, il y a des... On peut peut-être l'expliquer dans le fait qu'on serait tous donc une partie d'un grand tout. Absolument. Et que
enfin, on serait tous une partie d'un grand tout, et il y a certains guérisseurs qui sont capables de ce que j'appelle remettre les pendules à l'heure. Il n'y a pas de temps, mais je veux dire de remettre certaines personnes dans ce tout. Oui, moi je dirais que c'est facilité par des phénomènes de résonance. C'est-à-dire quand il y a résonance avec justement ce grand tout, avec, on pourrait dire, une forme d'énergie de guérison et tout ça, le miracle se passe. Et puis je suis en train d'avoir une image devant les yeux, comme vous disiez tout à l'heure qu'on ne peut pas être autre chose que 1 ou 0. C'est aussi le but de l'informatique, on est en plein dans ce monde. Quelqu'un qui commence à avoir une prolifération de cancer, c'est complètement anarchique. Si on arrive à le remettre dans le 1, c'est-à-dire c'est ce qui a dû se passer avec cet homme-là, si on arrive à le remettre dans l'unité, alors qu'il est il est hors nature, vous le disiez tout à l'heure, on peut peut-être arriver à le soigner. Absolument. Disons, si on s'ouvre à cette possibilité, déjà on va la favoriser. Absolument. Je dirais le ciel est la limite, the sky is the limit. Il n'y a pas de... ce qui est important là-dedans, c'est qu'il ne faut pas se conditionner à se dire c'est impossible. Dans ce cas précis de ce malade qui était atteint de leucémie, ses os étaient déjà rongés, oui, c'est-à-dire il était vraiment dans une phase terminale et le miracle s'est produit. Et d'autres miracles se sont produits ailleurs. Donc on ne peut jamais fermer ça. On ne peut pas non plus l'expliquer totalement, on peut juste dire qu'on s'est placé dans des conditions, j'allais dire résonantes, qui ont favorisé le miracle. Emmanuel Ransford, est-ce que vous savez si la personne qui a été guérie était croyante, avait la foi ? Je pense que oui, ne serait-ce que le fait d'avoir fait venir un aumônier en dit déjà long, absolument. Voilà, et je pense qu'effectivement la foi aide à déplacer les montagnes. Ça, encore une fois, ça n'est pas une garantie non plus, c'est-à-dire c'est pas comme un contrat, je fais ceci et j'aurai... Voilà. C'est déjà le fait de laisser la possibilité à ce que ça arrive. Absolument, d'être ouvert à cette possibilité. C'est-à-dire de ne pas être coincé dans une seule sortie possible. Voilà. Cancer égale métastase égale c'est fini, etc. Troisième partie et dernière partie de l'homme quantique sur IDFM 98 de la bande FM. C'est la quatrième médecine. La médecine des miracles, la médecine urquantique, c'est-à-dire je me branche, je deviens résonant sur un autre niveau de la réalité qui finalement va balayer les lois usuelles de notre monde et m'amener vers autre chose. Et je ne peux pas m'empêcher aussi de penser à tous ces maîtres spirituels. Et un des derniers en date, c'est le Padre Pio, qui ont... on a exhumé leur corps, par exemple dans le cadre du Padre Pio, c'est 40 ans après sa naissance. Et ne se sont pas décomposés. Voilà. L'esprit a été plus fort que la matière. Voilà, et ça aussi c'est contraire à toutes les lois de la biochimie. Donc là aussi on est obligé de se dire, il semblerait en tout cas, qu'on sort du cadre habituel des lois de ce monde. Alors, est-ce que vous pouvez quand même nous parler de la grande toile suprale ? Eh bien, cette grande toile qui est en affinité, qui va rappeler des notions telles que l'inconscient collectif de Jung, telles que... Les mémoires akashiques. Les mémoires akashiques, telles que peut-être les champs qui a un rapport avec les champs morphogénétiques d'un Sheldrake, ou le Psyfield, ou de quelqu'un comme Laszlo. C'est en fait cette grande toile suprale est tricotée, c'est comme c'est en 3 dimensions, c'est l'ensemble des liens invisibles de la supralité, donc de la reliance au travers de l'espace-temps. C'est-à-dire, nous sommes tous connectés, ce que j'appelle les supralettes ou les lunettes suprales. Si nous voyons ces liens de reliance qui sont avérés
la physique quantique me dit qu'ils existent, eh bien si nous les voyions, nous verrions entre tout ce qui existe dans le monde comme des liens de, comment dire, on va dire comme des toiles d'araignée, comme des fils de nylon plus ou moins transparents qui vont d'un point à un autre. Et l'ensemble de ces fils tricote dans l'espace quelque chose qui est la grande toile suprale. Il faudrait éviter qu'il y ait des mythes dans cette toile d'araignée. Oui. C'est-à-dire que si jamais il y a un trou dans cette toile en dehors de ce qui la relie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous appelez un trou? Une toile d'araignée, tout le monde le voit, mais c'est vrai, c'est comme des mythes dans un tissu. Oui. Quand il y a des mythes dans un tissu, ça fait des trous. Oui. Et c'est peut-être ça la théorie des multivers, de ceux qui disent qu'il y a des multivers. Alors ça marche pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas... Enfin bon, je sais pas un peu à quoi rattacher, bon je vois l'image. C'est une image, voilà. Oui, mais... Pour que ce soit cohérent, il faut que la toile, elle soit là, suffisamment une toile avec des espaces comme une toile d'araignée, mais il ne faut pas qu'il y ait une partie des fils de la toile qui lâche, quoi. On peut couper certains de ces liens, mais ils vont exister par ailleurs. C'est-à-dire tout n'est pas relié à tout l'est indirectement. Et par exemple, en termes, en termes de physique pure et dure, eh bien, si vous prenez un objet et que vous faites ce qu'on appelle un écoque, un ensemble complet de mesures correspondant à des observables qui commutent, eh bien, vous avez désolidarisé cet électron, par exemple, du reste de la toile suprale, mais ça n'a pas d'autre conséquence que le fait que, du coup, il est tout seul momentanément. Et dès qu'il va... Oui, mais il est tout seul, mais il est désolidarisé, mais sûrement qu'il est encore attaché. On l'a détaché, mais dès qu'il va rencontrer un autre objet dans le monde, il va être attaché à nouveau. En revenant sur la conscience, il est dit à un moment du livre, il y avait une très très belle phrase. Voilà, il y a ce paradoxe de la conscience pour Michel Talbot qui dit que la conscience est une véritable énigme car elle est le seul instrument que nous ayons à disposition pour l'évaluer. Ça, je trouve que cette phrase est merveilleuse. C'est vrai que comment arriver à évaluer un instrument... Alors, il n'y a pas que lui qui dit ça, je dirais c'est l'idée la plus répandue fait allusion à ce qu'on appelle le théorème de Gödel, où la notion d'autoréférence, c'est-à-dire est-ce que quelque chose peut se comprendre lui-même dans la mesure... Comme tout à l'heure sur l'augmentation du temps, c'est un peu la même chose. Oui, c'est ça. Alors, en fait, à mon humble avis, le problème de la conscience n'a pas été insoluble dans l'eau et même dans l'huile jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas vu, encore une fois, je ne parle qu'en mon nom propre, on n'a pas vu que la matière elle-même est grosse, comme une femme enceinte est grosse d'un enfant, est grosse de quelque chose qui est de l'ordre du psychisme. Et si on s'aperçoit que la matière n'est elle-même pas purement matérielle, eh bien à ce moment-là, à mon avis, on résout le problème. Il dit aussi que pour la conscience, une façon d'exister, c'est d'avoir conscience d'exister, mais ce n'est pas la seule. Et il dit que la conscience peut aussi exister à l'état primordial comme un ensemble de potentialités, sans même avoir conscience d'elle-même ou d'exister. Mais ce qui était intéressant, on va peut-être terminer sur ce sujet, c'est le rapport de la lumière. La conscience, c'est aussi la lumière. C'est ce qu'on voit aussi quand on fait une NDE, on est dans un... tunnel, on n'est pas dans une lumière au bout. Voilà, il y a surtout cette lumière qui n'est pas de ce monde, et avec cette connaissance et cet amour, avec cette connaissance, c'est-à-dire on revient dans la naissance de soi, et cette lumière, qu'est-ce que vous en pensez? Au bout du tunnel. Alors, encore une fois, effectivement, c'est pas une lumière au sens physique du terme. C'est quelque chose où il n'y a pas d'ombre. Oui, c'est ça. Et puis c'est le fait qu'il n'y a pas de voile sur la réalité, c'est-à-dire quelque part on accède à l'essence du monde. Et le problème avec ça, c'est que quand on revient, en fait, ceux qui ont vu tout ça, ils reviennent dans un monde beaucoup plus restreint, et donc ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas transcrire dans notre monde imparfait, en quelque sorte, ce qu'ils ont vu ailleurs. Je pense qu'ils ont touché du doigt la quintessence du monde, mais
La seule façon dont ils peuvent en parler, c'est en termes métaphoriques, la lumière. La lumière, Voilà. la connaissance, l'amour, Voilà, c'est ça. l'océan. Alors, Comment vous expliquez qu'on soit quand même si nombreux maintenant sur cette terre à avoir eu accès à cela, pour pouvoir en parler? Parce que c'est... eh bien, moi, je pense que depuis toujours, il y a eu ça. Alors, je vais être très ras des pâquerettes. C'est-à-dire, d'une part, les langues se sont déliées depuis, grâce à monsieur Raymond Moody, qui a fait ce fameux livre en La vie après la 1973, vie. La vie après la vie. Et donc, ça fait que ça a donné une respectabilité qui n'existait pas avant aux patients, par exemple, qui avaient connu ça, qui n'osaient même pas en parler autour d'eux, et encore moins à leur médecin, de peur de passer pour un fou. Donc il y a ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la médecine, avec ses progrès de réanimation, de tout ça, fait que des personnes qui, normalement, n'auraient pas dû survivre, peuvent revenir. Et donc, là-dedans, je dirais statistiquement, il y a un certain nombre, un certain pourcentage qui a vécu au passage une NDE, qui, dans les conditions normales, n'aurait pas survécu, mais là, a survécu. Voilà, donc, mais ça c'est très ras des pâquerettes, c'est très terre à terre comme réponse. Alors il peut y avoir des réponses plus métaphysiques entre guillemets. Alors moi je suis toujours en termes de scientifique, je suis toujours prudent là-dessus parce que je préfère rester sur le terrain où on peut vérifier les choses. Oui, c'est invérifiable ça. Voilà, c'est invérifiable. Alors, donc... Justement, en ce qui concerne le quantique et la lumière, alors quel serait le rapport? Et la lumière de l'au-delà, vous voulez dire, oui. Hein? Alors, moi je dirais que cette lumière, comme j'ai dit, est un peu métaphorique. C'est-à-dire, en fait, on est monté dans un niveau de la réalité qui n'est plus totalement quantique, d'ailleurs, qui est un peu métaquantique, qui va au-delà. Et, oui, vous dites une réalité sans voile. Oui, c'est ça, voilà. C'est pour ça qu'on vit dans un monde où on a l'ombre et la lumière, parce que c'est expliqué dans notre livre aussi, le fait qu'il y ait l'esprit et la matière, ça nous fait rentrer dans la dualité. Oui. Donc on est forcément dans l'ombre et la lumière. Oui. Et quand on retourne à la source, on n'est que dans... Absolument. On n'a plus d'ombre. Voilà. Alors, je dirais le lien pour moi que je fais avec le quantique, c'est que le quantique, dans en tout cas mon interprétation, va identifier une partie endocausale, c'est-à-dire une partie finalement qui est du domaine du psychisme, une forme d'infrapsychisme dans tout objet qui existe, lequel infrapsychisme a pris une ampleur et une intensité particulière dans le règne vivant et particulièrement chez l'homme, évidemment. Et le lien avec la lumière, c'est que pour moi cette lumière, elle est du niveau de l'endocausalité totale, ce que j'appelle l'urcausalité. C'est-à-dire c'est une espèce de prolongement de notre monde où il y a de l'exocausalité. Cette lumière, c'est un monde où il n'y a plus d'exocausalité, qui est affranchi de toute matérialité. Alors l'univers est programmé dès le départ par la conscience qui lui a donné naissance pour créer des récepteurs pour elle, des partenaires de jeu et de dialogue avec elle. Oui, ça c'est... C'est une belle phrase quand même. C'est une belle phrase, oui, c'est une façon de comprendre les choses. Et du genre, je dirais, pourquoi Dieu a créé le monde, c'est parce que tout seul il s'embêtait un peu. Et alors, en page 143, ça c'est vous ça. Nous pouvons ressentir en nous une présence qui n'est rien d'un contenu que nous ne posséderions. Cette présence inappropriable qui me dépasse n'est pas moi, mais elle est inséparable de mon être profond, plus intérieur à moi que mon être le plus intime, plus élevé que ce qui est en moi est le plus haut, que ce qui en moi est le plus haut. Conscience dans l'holomatière de Ransford, c'est vous Ransford, selon Dieu, selon saint Augustin. Oui. Mais c'est vrai qu'on se pose tous, enfin, je pense que chacun sait très bien que la conscience, elle est à l'extérieur du corps quelque part. On a une conscience intérieure, mais qu'en même temps, on est à l'extérieur du corps. C'est-à-dire que la conscience, elle n'est pas dans le corps. Elle n'est pas limitée par... elle ne se limite pas aux parois de notre crâne. Et elle a un rapport à l'espace-temps qui n'est pas celui de la matière, donc absolument. On est beaucoup plus grand que ce qu'on est. Absolument. Alors justement,
en même temps, par exemple, la physique quantique, avec cette reliance, me rattache à plus grand que ce que je suis. Voilà, et je pense que c'est ça un des messages importants du livre. En fait, il y en a deux. C'est d'une part le libre arbitre qui est aujourd'hui par un certain nombre de scientifiques qui est décrié et tout ça. Et bien, finalement, l'endocausalité telle que je la pratique réaffirme l'existence du libre arbitre. Et d'autre part, la reliance quantique réaffirme que nous appartenons à plus grand que nous-mêmes et nous ne sommes pas isolés, nous sommes solidaires, nous ne sommes pas solitaires, nous sommes solidaires. Voilà. Et ça, c'est deux grands messages, et le fait de les comprendre, de les assimiler, de les métaboliser, va, par exemple, dans le cadre de souffrance ou de maladie, va me mettre sur une autre logique qui fait que je vais être plus fort vis-à-vis des obstacles et de la maladie, et j'ai une résilience supplémentaire. Voilà, c'est un peu ça l'intérêt de la chose, et ça change aussi le statut, comme le dit très bien le docteur Chambon, ça change le statut du thérapeute qui lui-même va utiliser ces reliances invisibles vis-à-vis de son patient pour créer. Et si vous êtes jamais trois à vous réunir en mon nom, à la fin de cette émission. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel Ransford. Le livre est publié aux éditions Très Daniel. Ça s'appelle L'homme quantique. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.